Pour le TFA, qui n'est pas réglementé à ce jour, on a vu des mesures à plus de 6000 nanogrammes par litre d'eau, et même plus. Donc vous voyez, en fait, l'ordre de grandeur est incroyable. Et par exemple, il y a débat sur ce que c'est une bonne norme pour le TFA, parce qu'on peut effectivement dire qu'il serait a priori un peu moins toxique que d'autres PFAS comme le PFOS, le PFOA. Mais par exemple, aux Pays-Bas, le RIVM, qui est donc l'Institut sanitaire, a recommandé de ne pas dépasser 2200 nanogrammes par litre d'eau. Donc déjà, à Paris, par exemple, on a eu des prélèvements à 6000 qui montrent qu'on est 3 fois au-dessus de la norme recommandée sur des critères sanitaires par le RIVM. Il y avait donc ce projet d'interdiction des PFAS comme famille, ce qui est vraiment très intéressant, puisque ça prend des années d'interdire molécule par molécule des polluants chimiques. Donc pourquoi pas effectivement interdire la famille en entier des PFAS pour éviter de prendre des années et des années dans la vue. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une entreprise de lobbying très forte, de représentants d'intérêt de l'industrie chimique, qui était contre cette interdiction, qui cherchait d'une certaine manière à trouver plein d'arguments qui permettraient de peut-être faire des exceptions, trouver plein de dérogations. Certains arguments qui peuvent tout à fait être entendus, mais la plupart en fait qui sont en général fallacieux, et on a démontré qu'il y avait un gros problème, soit d'études scientifiques biaisées, financées par l'industrie chimique elle-même, et aussi une grosse coordination avec un accès important à nos décideurs publics qui était fait par ces entreprises de lobbying. Je pense par exemple au CEFIC ou à Plastics Europe, qui sont donc des groupements de représentants d'intérêt. Donc, pour le deuxième volet, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué avec nos demandes d'accès aux documents administratifs, on a continué à investiguer et on a analysé plus de 10 000 documents. Alors, ce n'était pas évident, mais on a décidé de choisir une sélection d'arguments dans ces 10 000 documents. Et on les a classifiés selon différents types on a fait une taxonomie. Donc les arguments santé, science, économie, tout ce que vous pouvez entendre, on va perdre des emplois, on ne peut pas les remplacer. Bon, il y a plein d'arguments qui reviennent régulièrement. On s'est rendu compte clairement qu'il y avait un aspect coordonné, puisque ce sont les mêmes arguments qui sont employés encore et encore et encore, et qui finissent par être réutilisés et réemployés parfois tels quels par les décideurs publics dans les parlements et dans les débats publics. Donc voilà, nous ce qu'on s'est attelé à faire, c'est finalement de faire ce qu'on appelle un stress test, de regarder ces arguments et de voir s'ils étaient démontrés, valables. Et donc pour la plupart, même l'écrasante majorité, on a soit une absence de preuves suffisantes pour pouvoir les utiliser, voire potentiellement des arguments malhonnêtes et trompeurs. Et enfin, on s'est dit, bon, l'autre matérialisation de ce problème, c'est que le temps passe. Les pollutions, on les découvre de plus en plus. On parlait de Lyon, qui a été le précurseur, malheureusement, malgré lui, en France. Mais on en trouve également en Normandie aujourd'hui, vers Saint-Aubin-les-Elbeuf, du TFA, une pollution extrêmement massive. Là, récemment, on a révélé qu'il y avait aussi un gros problème vers Mourinx, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Et on a aussi Salindre, dans le Gard, qui est une plateforme chimique extrêmement polluée. On retrouve des PFAS, comme vous le disiez, partout, du TFA dans un ordre de grandeur encore plus élevé, absolument partout, même dans l'eau potable. On l'a aussi démontré par des analyses dans l'eau du robinet. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dépollue? Et comment est-ce qu'on dépollue? Combien ça va coûter? Ça a été donc vraiment un énorme travail qu'on a fait avec des scientifiques. On a analysé toutes les technologies de décontamination et leurs coûts. Ça va coûter cher. Clairement, il y a des choix qui sont à faire aussi politiques. Il y a des réponses qui vont devoir être amenées par la science sur les taux que nous, on peut accepter, les taux de PFAS qu'on peut accepter dans ce qu'on consomme. Aujourd'hui, il y a seulement une vingtaine de PFAS qui sont réglementés au niveau de l'eau potable, mais on sait qu'il va y avoir vraiment une nécessité de se pencher sur les autres, et notamment sur le TFA, qui est présent de manière extrêmement élevée. Donc pour donner un exemple, en général, les PFAS, la somme des PFAS, ou les PFAS en général, on dit qu'ils ne doivent pas dépasser 100 nanogrammes par litre d'eau potable. C'est en tout cas une norme, une règle, alors pas forcément sanitaire, mais une règle de qualité.
Donc c'est un premier appel, si on dépasse cette règle, en général, c'est que l'eau n'est pas conforme. Pour le TFA, qui n'est pas réglementé à ce jour, on a vu des mesures à plus de 6000 nanogrammes par litre d'eau, et même plus. Donc vous voyez, en fait, l'ordre de grandeur est incroyable. Et par exemple, il y a débat sur ce que c'est une bonne norme pour le TFA, parce qu'on peut effectivement dire qu'il serait a priori un peu moins toxique que d'autres PFAS comme le PFOS, le PFOA. Mais par exemple, aux Pays-Bas, le RIVM, qui est donc l'Institut sanitaire, a recommandé de ne pas dépasser 2200 nanogrammes par litre d'eau. Donc déjà, à Paris, par exemple, on a eu des prélèvements à 6000 qui montrent qu'on est 3 fois au-dessus de la norme recommandée sur des critères sanitaires par le RIVM. Raphaël, dans votre enquête au Monde, l'un des volets portait justement sur la partie sanitaire. Est-ce qu'on a des maladies aujourd'hui qui sont spécifiques au PFAS, ou c'est un peu quand même comme des autres molécules chimiques, c'est-à-dire que on ne sait pas trop, on sait que c'est cancérigène, on sait que ça produit une maladie, mais on ne sait pas trop? Alors, il y a un nombre croissant de maladies qui est associé à une exposition au PFAS. Après, c'est la même chose que pour l'interdiction, molécule par molécule. L'évaluation de la toxicité de ces molécules PFAS, ça prend du temps. Souvent, c'est fait molécule par molécule, une par une, alors du coup, on n'a pas forcément connaissance de l'effet cocktail, puisqu'on est, nous aussi, exposés à un cocktail de composés chimiques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, il y a un nombre croissant de maladies qui sont associées à l'exposition, notamment au PFOS, au PFOA, mais aussi à d'autres PFAS, qui vont être donc effectivement des cancers, une réponse moins forte, la réponse immunitaire, en gros, moins forte au vaccin, notamment chez les enfants, problème de thyroïde, problème de fertilité. Il y a vraiment problème de foie. Voilà, un cocktail de maladies aussi assez important, malheureusement. Quelque chose aussi d'important à dire, c'est que il y a la question de la dose qui fait le poison. Donc potentiellement, certains PFAS sont ultra toxiques, d'autres sont un petit peu moins toxiques que les PFAS qu'on va dire à chaîne longue. Peut-être qu'il faut déjà parler de cette distinction, enfin que ce soit dit. Il y a des PFAS qui sont dits à chaîne longue et d'autres PFAS qui sont dits à chaîne courte. Le PFOS, le PFOA, par exemple, sont des PFAS à chaîne longue. Donc on va en gros compter plus de 8 atomes de carbone. En fait, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle la substitution regrettable. C'est-à-dire, au début, les industriels ont travaillé avec ces PFAS à chaîne longue, PFOS, PFOA. On a eu de premières études qui ont pointé des effets délétères sur la santé liés à cette exposition aux PFAS. Les industriels ont anticipé des réglementations, qui ont fini d'ailleurs par arriver, et ils ont substitué les PFAS à chaîne longue par d'autres PFAS à chaîne courte, en assumant, en se disant qu'on n'aurait pas de problème de santé et que ceci était sain. Sauf que des études prouvent de plus en plus qu'on a également des problèmes de santé quand on est exposé aux PFAS, à certains PFAS, en tout cas à chaîne courte, et de plus en plus, on le voit, ça a l'air d'être quelque chose d'assez généralisé. Donc il y a un sujet sur cette substitution regrettable qui a été mise en place aussi par les industriels. Et ça a eu un effet de bord, c'est que ces PFAS à chaîne courte sont encore plus difficiles à décontaminer. Les PFAS à chaîne longue peuvent être retenus par certains systèmes de décontamination un petit peu moins onéreux, un petit peu plus classiques, comme les filtres à charbon actif, l'adsorption par charbon actif. On s'est rendu compte en évaluant les systèmes de décontamination que les PFAS à chaîne courte et ultra courte échappaient à la plupart de ces systèmes, comme le charbon actif, et qu'il y avait donc, pour seul recours, en tout cas ultime recours et solution qui fonctionne aujourd'hui et qui peut être mise à l'échelle aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie ruée vers l'or sur cette recherche de la décontamination miracle, c'est un système qui s'appelle l'osmose inverse basse pression. Mais qui fonctionne que pour l'eau, c'est-à-dire que là on ne parle pas de l'air, voilà. On ne parle pas de l'alimentation et du reste. Exactement, ça ne fonctionne que pour l'eau. Alors l'eau est quand même un indicateur intéressant parce que c'est un endroit où on peut agir. Il y a une forte concentration de ces PFAS et on peut se dire ok, c'est là où on peut mettre des filtres. On ne pourra pas, de toute façon, il n'y a pas assez d'argent sur Terre pour décontaminer les PFAS de tout l'environnement, donc malheureusement il faut faire des choix. Les nœuds de notre système de traitement de l'eau, que ce soit la production d'eau potable, les stations d'épuration et les traitements des bouts des stations d'épuration également, mais aussi les décharges qui rejettent des espèces de liquides chargés en PFAS, les traiter dans ces espèces de nœuds-là, ça peut être intéressant pour avoir une grosse efficacité, mais ça reste quand même extrêmement onéreux.
Et ce sont des choix aussi à faire pour le climat, puisque l'osmose inverse basse pression est très énergivore. Donc on a aussi finalement ce système du serpent qui se mord la queue, puisqu'on va devoir utiliser beaucoup d'énergie pour pousser l'eau à travers ces membranes. Donc osmose inverse basse pression, vous pensez à un gros filtre à café avec des tout petits pores, plus fins que des cheveux. Et là, ça permet de retenir tous les micropolluants jusqu'au TF1. Mais il y a plusieurs problèmes associés à cette décontamination-là. Donc, comme je vous disais, il y a l'énergie assez colossale qui est nécessaire à ça. Le coût, puisqu'il faut équiper nos systèmes. Et il y a un vrai problème de justice sociale. Tous les systèmes ne pourront pas être équipés. Peut-être que des grosses métropoles pourront le mettre en place. Par exemple, on a le syndicat des eaux d'Île-de-France qui est en train de s'équiper d'une partie d'osmose inverse basse pression. Et on pourra peut-être répartir les coûts par tête de manière un petit peu plus homogène. Mais malgré tout, s'il y a un problème de contamination au PFAS et au PFAS à chaîne courte et ultra courte, comme ça a l'air d'être le cas un peu partout, il est possible que les communes rurales aient beaucoup moins accès à ces systèmes de décontamination.